Bonjour à tous. Vous avez aimé les AOD, vous allez aimer la suite. C'est un topo d'anticipation, les médicaments ne sont pas encore commercialisés, mais l'histoire est assez intéressante. Ce sont mes liens d'intérêt avec l'industrie. Alors pourquoi des nouveaux anticoagulants? Il y a plusieurs raisons à cela, et les arguments qui sont avancés, c'est le fait qu'avec les AOD, on n'a pas résolu tous les problèmes, on a encore du saignement, donc globalement, si on regarde les besoins non couverts par les AVK et les AOD, il y en a quand même pas mal. Il y a des patients en situation à risque hémorragique accru, par exemple insuffisance rénale sévère, les patients qui ont un cancer, en particulier urodigestif, pour lesquels les AOD font quand même un petit peu saigner, les patients âgés, les patients extrêmes, les maladies hémorragiques, les interactions médicamenteuses. Donc on rentre un petit peu dans des niches, mais qui sont des niches qui nous posent problème à nous de manière tous les jours. Ou des situations dans lesquelles les AOD sont non efficaces, moins efficaces que les AVK ou non testées. Et j'en veux pour preuve les valves mécaniques. Vous savez que les essais qui ont testé l'efficacité des AOD sont tous négatifs pour les valves mécaniques, pour la dialyse, pour les ECMO, pour l'assistance ventriculaire gauche, et puis un tas de situations qui sont complexes pour lesquelles on a des difficultés à trouver un anticoagulant adapté. Il y a un autre argument que je n'ai pas mis dans la diapositive, c'est que les AOD sont maintenant génériqués. Donc il faut qu'on sorte un autre anticoagulant. Alors je vous présente le principal candidat, c'est le facteur 11. Il est très joli, il ressemble à une orchidée. Et l'objectif, évidemment, c'est pourquoi inhiber le facteur 11? Est-ce qu'on va tous les faire alors que notre souhait, c'est d'inhiber le facteur 14? Vous connaissez tous le facteur 14, qui est le chirurgien, en fait. Donc le choix sur le facteur 11, il s'est fait dans un objectif qui est un objectif idéal finalement de ce qu'on voudrait pour un anticoagulant, c'est découpler la thrombose de l'hémostase, c'est-à-dire faire en sorte qu'un patient ne thrombose pas, mais en même temps, quand on le coupe, qu'il arrive à coaguler un petit peu. Donc on va essayer de trouver tous les arguments pour ça, pour justifier le facteur 11. Il y a des arguments qui sont très bons, il y a des arguments qui sont un petit peu construits, et je voudrais les déconstruire avec vous. Le principal argument, et ce n'est pas la première fois qu'il est utilisé cet argument, c'est de dire, bon, quand vous avez le schéma de l'hémostase, là, on a d'habitude, on raisonne par extrinsèque, intrinsèque. Quand on vous montre la diapo, en général, on vous dit de toute manière c'est faux. Mais là, c'est construit d'une façon assez intelligente pour justifier l'attaque sur le facteur 11. C'est de dire à gauche, en bleu, on a la situation où le sang est exposé au facteur tissulaire. C'est-à-dire, en gros, si vous coupez, c'est le sous-endothélium. Et c'est ce dont on a besoin pour faire l'hémostase, pour coaguler si on l'opère ou si le patient fait une hémorragie. Du côté rouge, on a tout pour faire de la thrombose. On a la voie intrinsèque, donc c'est la voie qu'on appelle ici contact. Lorsque l'on est face à par exemple un tuyau d'ECMO, de dialyse, de ce que vous voulez, c'est ce qui va être activé pour faire une thrombose. Donc c'est logique de toucher finalement soit le facteur 12, soit le facteur 11. Le facteur 12 a été abandonné assez rapidement, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail, puisque d'ailleurs, je n'ai rien compris. Et donc, on va s'intéresser au facteur 11. Il y a un autre argument, et donc l'argument que je viens de vous donner, qui est un argument en fait assez intellectuel, il a été reproduit dans ce papier-là de façon assez jolie, où on a comparé les héparines à gauche, les AVK, les AOD, et l'inhibition du facteur 11. Et vous voyez que les héparines, c'est antithrombotique, mais ça fait saigner. Les AVK, c'est antithrombotique, mais ça fait quand même beaucoup saigner. Les AOD, c'est antithrombotique, et ça fait moins saigner que les AVK. Et les anti-11, c'est antithrombotique, et ça fait peu saigner. Donc c'est une façon de vendre le concept d'anti-11. Il y a un autre gros argument quand même, c'est qu'il existe des patients qui ont un déficit en facteur 11. Ce sont des patients qui, du côté hémorragique, sont souvent asymptomatiques. Lorsqu'ils saignent, ils saignent plutôt à la suite d'extraction dentaire, d'amydalectomie, de chirurgie vésicale ou de l'utérus, enfin dans le cadre de l'hystérectomie. Les femmes font beaucoup d'hémorragie du postpartum. C'était appelé l'hémophilie C, mais qui n'était pas liée uniquement aux garçons, mais pour les garçons et les filles. Et vous remarquerez que tous ces saignements sont des saignements plutôt des muqueuses ou plutôt des zones à forte activité fibrinolytique.
Et je mets cette information-là parce que ça a de l'importance après pour nous projeter dans qu'est-ce que je fais si ça saigne au bloc opératoire. Et de l'autre côté, ces patients qui ont un déficit en facteur 11 font moins de phlébites, ils font moins d'AVC, mais ils font autant d'infarctus du myocarde que le reste de la population. Donc on a des arguments finalement qui sont assez construits pour s'attaquer au facteur 11 comme une cible pour les prochains anticoagulants. Alors il y a aussi un autre élément qui est important, je vous présente ici le TAFI. Le TAFI, c'est un inhibiteur de la fibrinolyse activé par la thrombine. Alors moi, j'essaie de lire plusieurs fois cette phrase pour la comprendre. En résumé, c'est de l'acide tranexamique endogène. Et le déficit en facteur 11, ça réduit la quantité de thrombine nécessaire à l'activation du TAFI. Donc on se retrouve finalement avec une inhibition de l'acide tranexamique endogène. C'est pour ça que j'ai écrit « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». On va revenir là-dessus, parce que c'est important pour la suite, pour savoir comment est-ce qu'on va réverser finalement l'action de cet anticoagulant. Alors, les médicaments. Il y a pas mal de médicaments qui sont à l'étude actuellement, mais ce ne sont pas des médicaments. Il y a certains médicaments qui sont assez particuliers et je trouve très intéressants. Vous avez ici un médicament qui est donc anti-11 et qui fait partie des oligonucléotides antisens. Donc ça j'ai relu plusieurs fois pour comprendre, et la traduction est la suivante, c'est assez simple finalement. C'est donc, vous avez ici la transcription et la traduction d'une protéine, donc facteur 11, donc vous avez un gène du facteur 11, Vous avez un gène du facteur 11 qui est là-dedans, normalement il doit générer un ARN messager, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire le même morceau d'ADN, et on va l'imposer dans la phase de transcription. Et donc, quand on va voir un bout d'ADN qui reste accroché à l'ARN messager, ici, eh bien, il y a une enzyme qui est une DNase qui va détruire cet intrus-là. Et en détruisant cet intrus, il arrête la translation en protéines. Donc, en fait, on crée, avec ce médicament-là, un déficitaire en facteur 11. Ce n'est pas un anti-facteur 11 qu'on va injecter, c'est on crée un patient déficitaire en facteur 11. Alors aussi, ça a une importance, c'est que ici, vous avez les candidats. Donc, en candidat, vous avez par exemple le Ionis F11. Alors, la voie d'administration, c'est sous-cutané. Le délai d'action, il est très long, c'est 1 semaine, et la demi-vie, elle est très très longue. Donc ça, c'est ce genre de médicament qu'on n'aime pas voir chez nos patients. Mais d'un autre côté, si on arrive à maîtriser le déficit, c'est-à-dire en pourcentage d'activité du facteur 11, peut-être qu'on pourrait les opérer. En tout cas, ce médicament n'est pas encore sorti. La deuxième catégorie de médicaments, ce sont les MAB. Tout ce qui se termine par MAB sont des fragments en fait, d'anticorps anti-facteur 11. Alors, c'est IV ou c'est parentéral, IV ou sous-cutané. Ça a un délai d'action rapide, mais la demi-vie, c'est 28 jours. Donc, pareil, c'est très long. Mais l'avantage de ces deux médicaments, c'est qu'il n'y a pas de métabolisme hépatique, il n'y a pas d'élimination rénale. Donc éventuellement, on pourrait les utiliser dans le cadre du traitement des patients qui sont dialysés, par exemple, qui ont une insuffisance rénale terminale. La troisième catégorie, ce sont des petites molécules, des petits peptides, qui s'appellent milvexian et asundexian. Alors, ce sont des anti-11 directs, comme les anti-10 directs, par voie orale. Et en fait, la pharmacocinétique de ces médicaments, elle est un peu équivalente à ce qu'on connaît des AOD. Un délai d'action rapide, une demi-vie environ 10 à 15 heures, mais le métabolisme hépatique, il est hépatique, avec une élimination rénale qui, même si elle est plus faible qu'avec la plupart des anticoagulants oraux directs, reste quand même un facteur limitant. Alors, 3 catégories de médicaments. Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Alors, il y a tout ça comme études actuellement, publiées ou en cours. Donc, vous voyez, c'est du sérieux quand même, les anti-11. Il va falloir qu'on se réapproprie la gestion de ces médicaments-là. Et quand vous regardez la colonne, ici, c'est la population qui est étudiée. Vous avez la prothèse de genou, donc c'est le mode d'entrée des anticoagulants dans les études chez l'homme, c'est la PTG. Donc, vous en avez pas mal. Et vous avez aussi ESKD, c'est les insuffisants rénaux. Terminaux. Voilà. Donc, je ne vais pas vous passer toutes les études une par une, mais vous regarderez dans la deuxième colonne que ce sont des phases 2. Ça veut dire qu'on va chercher la bonne dose. Et c'est critique pour les anticoagulants parce qu'il faut tomber sur la bonne dose. Je vous donne l'exemple ici du fondaparinux. Le fondaparinux, pour trouver la dose, il a fallu faire ce genre de schéma
où on a regardé le risque thrombotique, donc on augmente la dose, le risque thrombotique diminue, et on a regardé le risque hémorragique, donc on augmente la dose, le risque hémorragique augmente. Et donc il faut trouver la bonne dose. C'est pour ça que la bonne dose, qui n'est pas la bonne dose à la fin, c'est 2,5 mg. Donc ça, c'est là. C'est pour ça qu'ils font des phases 2. Donc c'est assez difficile de savoir quel est le profil. Néanmoins, il y a une méta-analyse qui est sortie qui montre que, globalement, il se peut que ça ne fasse pas saigner, mais il se peut aussi que ce ne soit pas antithrombotique. Parce que si vous injectez de l'eau, ça ne va pas saigner, mais il n'y aura pas de... Donc on est un tout petit peu rassuré, mais pas complètement. C'est en faveur quand même des facteurs 11 qui ont été, des inhibiteurs des facteurs 11 qui ont été utilisés. Est-ce que ça saigne moins par rapport à un comparateur? Ça a l'air de saigner moins. Et surtout, le message important, c'est parce qu'il se peut que ce ne soient pas les mêmes doses qui soient antithrombotiques et qui préviennent le risque hémorragique, c'est dans quelles études, finalement, pour la PTG uniquement, on a à la fois un risque hémorragique qui est diminué par rapport au comparateur et un risque thromboembolique qui est aussi diminué. Vous voyez, a priori, ça marche, mais avec plein de points d'interrogation. Alors maintenant, et si ça saigne et si on opère? Eh bien, écoutez, tout est finalement dans ce qui a été dit auparavant. Il faut faire de l'acide tranexamique, parce que ce qu'on va chercher, c'est en particulier pour les chirurgies qui sont des chirurgies digestives, maxillofaciales, donc qui sont toutes dans des zones à fibrinolyse intense, ça va être de l'acide tranexamique relativement fréquemment, c'est-à-dire qu'on est déjà habitué à ce médicament-là. J'ai enlevé le PFC, les concentrés de facteur 11, parce que finalement, c'est de se dire, si on fait un antifacteur 11 et c'est ça, on va mettre du facteur 11, ça paraît logique. Ce n'est pas si logique que ça, parce qu'il y a énormément de risques thrombotiques à faire du facteur 11. Pourquoi? Parce que, regardez, vous voyez ici, on a alors c'est flou, mais je n'ai pas pu faire moins flou. À gauche, vous avez les patients qui sont déficitaires en facteur 11 et qui saignent. Vous voyez que leur activité facteur 11, globalement, elle s'étale aux alentours de moins de 60-70%. D'accord? Donc, en fait, on pourrait utiliser un facteur 11 en se disant l'objectif, ça va être pile poil 60-70%. Chez ceux qui ne saignent pas, vous voyez, vous avez toutes les gammes de déficitaires en facteur 11, mais le problème, c'est qu'avec l'hémoleven, le facteur 11 qu'on pourrait injecter, on n'est pas sûr d'atteindre la cible. Et donc, on va avoir un risque majeur de thrombose. Et d'ailleurs, dans le Vidal, si vous regardez hémoleven, qui est un des facteurs 11, il est écrit, quand vous utilisez le facteur 11, il faut mettre un anticoagulant. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile. L'expérience israélienne, pourquoi? Parce que en fait, les familles de patients déficitaires en facteur 11 sont concentrées principalement en Israël. Ça s'appelait le facteur Rosenthal, donc c'est le médecin qui a décrit ces familles. Ils ont une liste de chirurgies à risque pour les patients déficitaires en facteur 11, et c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire zone à haute activité fibrinolytique dans les modérés et élevés. Donc, en conclusion, et pour maintenant, c'est-à-dire pour le BIMPAR 2024, qu'est-ce qu'on peut faire? Essayer de suivre la littérature, mais ce n'est pas simple, parce qu'il y a des études qui s'arrêtent, on ne sait pas bien si c'est efficace ou pas. Est-ce qu'il faut faire des tests d'hémostase? L'expérience d'avant est probablement non. Arrêt J-3 pour les petits peptides, c'est-à-dire que globalement, si les petits peptides sont sur le marché, il faudra réagir de la même façon qu'avec les AOD, c'est-à-dire tenir compte de leur pharmacocinétique. L'acide tranexamique qu'on connaît, je ne vous ai pas parlé d'une autre molécule que vous connaissez tous, c'est le facteur 7 activé recombinant, qui peut aussi être utilisé dans sa capacité à bypasser, mais vous voyez à des doses qui ne sont pas très élevées, c'est 1 mg pour une personne de 70 kg, ce n'est pas les 90 à 120 microgrammes qu'on utilise dans les catastrophes obstétricales, cardiaques ou autres. Concentré de facteur 11, donc attention risque de thrombose, PFC, j'en sais rien. De toute manière, suivez l'actualité sur ghp.org et on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Je vous remercie de votre attention.